Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Échappatoire Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Maude Chevalier. Maude est monitrice de voile au Glénan, diplômée de l'ENS en géosciences, et elle est actuellement médiatrice scientifique à la fondation Tara Océan. Elle va tout nous raconter, mais surtout, ce qu'elle va nous raconter, c'est qu'à 21 ans, avec sa pote Noémie, elle décide de faire un tour de l'Atlantique, à bord de leur voilier Loustic, un First 30E. Dans cet épisode, on va littéralement larguer les amarres pour faire un tour de bateau avec une aventurière de la mer. Parle-nous un peu de toi et de ta relation à la mer et un peu de tout ce qui t'a porté, qui a amené cette réflexion jusqu'à la décision de partir pour une transatlantique. Ma relation à la mer, grande question pour tous les gens qui naviguent. Moi, j'ai rencontré la mer quand j'avais 3 mois parce que mon père navigue depuis qu'il est petit, parce que mon grand-père naviguait aussi. Dans la famille, on est des générations de moniteurs dans l'école de voile des Glénans. Mon grand-père était moniteur, mon père aussi. Et donc, il avait un petit bateau jaune de 7 mètres quand on était petite. Et du coup, j'ai 2 sœurs et chacune d'entre nous, on est arrivé sur le fameux petit bateau jaune. Dès qu'on avait quelques mois, mon père avait installé, avec ma mère bien sûr, un maxi-cosy sur cardan. Ah ouais, Donc ça veut dire un maxi-cosy comme sur les fours, donc qui bouge avec la gîte du bateau, de manière à ce que le bébé soit toujours à plat. Comme un peu en mode plats dans le hamac, four. quoi. Voilà, comme un hamac, exactement. Donc du coup, ça a commencé comme ça. Autant vous dire que je m'en souviens pas. Pour autant, ensuite, ma petite sœur aînée, ils ont acheté un plus grand bateau. On a continué à faire de la voile et dans tous les souvenirs que j'ai de vacances, on est sur le bateau. D'autant plus que, du coup, moi, je suis parisienne. Donc, la mer, c'était que pendant les vacances. Et ensuite, quand j'ai eu 10 ans, donc en CM2, mes parents ont réalisé le rêve de leur vie, de leur couple, qui était de partir faire le tour de l'Atlantique à la voile. Avec le bateau qu'ils avaient, donc qui était un First 38 S5, un bateau qui faisait 11 mètres 50. Ok. Donc, ils sont partis avec ce bateau-là. Ils nous ont emmenés. On a fait l'école à distance pendant 1 an avec mes sœurs. Et là, ça a vraiment été le grand shift pour toutes les 3. Avant, on faisait de la voile parce que papa et maman faisaient de la voile. Et après, on s'est mis à en faire pour nous. On s'est mis à aller, du coup, faire de la voile au Glénan. Petit à petit, on a chacune passé notre monitorat. Aujourd'hui, on est toutes les 3 monitrices de voile légère au Glénan et on y passe tous nos étés. Ma grande sœur s'est mise à faire de la régate amateur et moi, j'avais pas l'occasion avec l'école, avec mes études supérieures, de faire de la voile parce qu'il n'y avait pas de club de voile dans mon université ni dans l'école dans laquelle je suis allée après. Du coup, j'en ai eu marre. Et entre mon master 1 et mon master 2, on est parti en bateau avec une amie de collège-lycée pendant 1 an. Voilà. Avec Noémie, c'est ça Exactement. Ok. Et du coup, vous étiez toutes les deux dans le délire où vous êtes dit ensemble, vous allez faire cette aventure, ou il y en avait une qui a initié un peu plus l'idée C'est une bonne question. Du coup, moi, quand j'ai rencontré Noémie, j'étais en 6e à l'école. Et je revenais juste du coup de cette année en bateau avec mes parents. Et je pense que je parlais énormément de ça. Notre amitié, je pense qu'elle s'est un peu construite sur ce que je racontais de l'année en bateau que je venais de vivre. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis ensuite, quand on était en 5e, je me souviens, on était place de la République à Paris. Et j'avais la trouille parce que je voulais aller pour la première fois au Glénan. Pour suivre les pas de ma sœur, mon père et mon grand-père, parce que j'avais la trouille d'y aller toute seule, parce que c'était une colonie de vacances. Et donc, mon père a proposé à Noémie, qui était venue dormir à la maison un soir, tu veux pas y aller avec elle ? Et donc, on y allait ensemble. Et petit à petit, en fait, toutes les deux, on a adoré. Et on s'est mises toutes les deux à se former pour devenir monitrice de voile. Donc, on a toutes les deux fait toute cette formation ensemble, de nos 14 ans à nos 18 ans.
Et petit à petit, s'est construit l'idée d'un jour potentiellement partir, mais c'était une idée très floue. Et puis un jour, du coup, en Master 1, Noémie m'appelle et me dit, écoute, j'ai des amis de mon école qui veulent partir faire un tour de l'Atlantique entre leur Master 1 et leur Master 2, et ils sont en train de commencer à chercher des bateaux. Donc si en fait on veut mettre à exécution cette idée qu'on a depuis des années, bah, c'est maintenant ou jamais. Et du coup, en quelques minutes, j'étais sur le bon coin à chercher des bateaux, et chemin faisant, on a acheté un bateau et on est parti. C'est incroyable en vrai. Genre, en vrai, c'était vraiment la suite logique, quoi. Ça fait tellement longtemps que tu la voyais, Noémie, que. Ouais. Quel bateau vous avez trouvé sur le Bon Coin où c'était le coup de cœur un peu et pourquoi ce bateau? Est-ce qu'il était jaune? Il n'était pas jaune. J'aurais vraiment aimé. Et un jour, quand je serai grande, j'aurai un bateau jaune. Mais ce bateau, il était blanc. Et comment on l'a trouvé? Du coup, juste, on a écrémé Le Bon Coin, qui est une plateforme sur laquelle on vend des cocottes minutes, mais aussi des bateaux. Parce que nous, notre idée, c'était de trouver un bateau pas cher. On avait un budget de 20 000 € grand max pour un bateau qui soit pas forcément équipé pour partir faire le tour de l'Atlantique, mais qui par contre ait une structure solide. Et qui corresponde à certains critères structurels, type avoir une grande profondeur en dessous du bateau. Il peut avoir une quille longue, bien remontée au près, donc quand on est proche du vent, etc. Enfin voilà, être un bateau qui soit marin, quoi. Et ensuite, le reste, on l'équiperait petit à petit. Et comment on l'a trouvé? Du coup, on est tombé sur une annonce. On s'est retrouvé à Barneville-Carteret avec mon père qui nous a emmenés en voiture, parce que moi, j'ai toujours pas le permis de conduire. Et Noémie non plus. Vraie parisienne, ça. Vraie parisienne, exactement. Et du coup, mon père nous a emmenés à Barneville-Carteret, où on a visité les bateaux. C'était le 4e bateau qu'on visitait du week-end, et le premier week-end où on faisait des visites. Et je sais pas, c'est comme quand les gens te disent, ça y est, j'ai eu le coup de cœur pour un appart, quoi. Enfin, il y avait un truc, on se projetait, le bateau était assez clean, il correspondait pile poil à tous les critères, le proprio nous paraissait être quelqu'un de sympa, et ça moi ça me paraissait super important, parce que l'ancien propriétaire d'un bateau, d'autant plus que l'ancien propriétaire de notre bateau, il avait eu le bateau pendant 25 ans, je sais pas, il laisse une âme sur le bateau, quoi. Donc t'as pas envie d'acheter le bateau d'un connard. Tout simplement. Et du coup, t'as plus confiance aussi en ce que t'achètes, quoi. Si le mec est cool. Exactement. Ouais, t'as plus confiance en ce que t'achètes. Après, en l'occurrence, nous, on s'est fait avoir. Ah ouais. Sur quoi, genre? Du coup, nous, on a acheté le bateau en décembre 2021 pendant mon Master 1, et on a convoyé le bateau en décembre 2021, du coup, de Barneville-Carteret à Lézardrieux. Pourquoi Lézardrieux, qui est juste à côté de Paimpol en Bretagne Nord? C'est parce que y a un chantier là-bas où mon père avait réparé son bateau à l'époque. Et donc je savais que c'était un type de confiance. Et quand t'es une jeune fille de 21 ans, c'est sympa d'aller dans le chantier de quelqu'un que tu connais, parce que le nombre d'histoires de mecs qui se font entuber, je te raconte pas, mais alors qui voient sur la tête d'une jeune fille de 21 ans banco pour en profiter, c'est énorme. Et donc, du coup, on est allé là-bas. On a traversé en décembre, juste après une dépression. Moi, j'étais en cours, donc on a fait ça sur un week-end hyper rapidement. On est arrivé, on est parti au milieu de la nuit le vendredi soir. Le propriétaire nous a filé les clés. On est parti au milieu de la nuit parce qu'il y avait les histoires de marée et tout. On part de Barneville-Carteret. D'ailleurs, on s'était croisés ce jour-là. Souviens. Exactement. J'ai même une photo de toi encore et de Noémie. Vous êtes à l'avant du bateau et on a largué les amarres. Aïe. Quand vous êtes partis, là, il devait durer 22 heures, un truc comme ça. Quand vous étiez partis, c'était horrible. Donc, on est partis en pleine nuit, alors qu'il y avait encore beaucoup de vent, et surtout, il y avait énormément de mer, parce qu'il y avait un gros coup de vent qui venait de passer. Et on passe dans un des endroits qui est le plus dur à naviguer en France, qui sont les Angles-Normandes, des îles où il y a des cailloux partout, quoi. Il y a beaucoup de marées. On en chie un peu, mais du coup, on arrive beaucoup plus vite que prévu de l'autre côté, parce qu'il y a beaucoup de vent et que du coup, le bateau avance bien. On arrive de l'autre côté. Du coup, bien sûr, on fait ce qu'on avait prévu de pas faire, c'est-à-dire remonter la rivière du Trieux de nuit dans le brouillard à contre-courant. Donc vraiment la nave de A à Z
je ne recommande pas. ouf, ouais. C'était pas très bien préparé. C'était beaucoup trop contraignant pour être bien préparé, quoi. Et on arrive de l'autre côté. Moi, je laisse les clés dans la baille à mouillage. Je me casse pour être en amphi à 9h le lendemain matin à Paris. Et là, je suis en amphi je sais plus, je crois, de mécanique des fluides. Et je vois un message de mon père qui m'écrit juste Maud, j'ai eu Thierry, donc le mec du chantier, au téléphone. Ne panique pas, il va t'appeler. C'est réparable, mais ça va être compliqué. Aïe, aïe, Et aïe. là, Quand t'as ce genre d'appel, en vrai, t'as la flemme. grande descente d'organes, grosse panique générale. Je sors de l'amphi, j'appelle le propriétaire du chantier, qui m'explique, enfin qui me dit mais t'as pas acheté ça, Maud? J'étais genre bah bien sûr que j'ai acheté ça, c'est le plus beau bateau du monde, je suis extrêmement fière de moi. Et là il me dit bon bah je vais t'envoyer des photos. Pas de souci, on peut réparer dans le chantier. Et puis, c'est très nettement un vice caché. Donc, tu vas pouvoir faire payer l'ancien proprio s'il n'est pas dans son plein droit, quoi. Et en fait, il m'envoie des photos des fonds de cale, donc du sol du bateau. Et l'intégralité du sol du bateau est fissurée. La fin de l'histoire, c'est qu'en fait, le fond de cale avait été repeint, entre guillemets, et que ça cachait le fait que ce qu'on appelle les varangues, donc c'est un peu les côtes du bateau, quoi. C'est vraiment, ça fait des espèces de grandes arêtes qui permettent à la coque d'être solide et un peu rigide. Et ben, elles étaient toutes vermoulues pour une raison obscure. Et donc, bah, le bateau, en fait, était mou intégralement. C'est pas ouf pour traverser l'Atlantique. Non, Un c'est bateau pas mou, ouf pour traverser l'Atlantique. En même temps, dans notre malheur, deux chances. Un, bah on a eu énormément de vent. Du coup, on s'en est rendu compte parce que sinon, on aurait mis le bateau en chantier. On serait descendu en Bretagne, on n'a pas eu beaucoup de vent. Et après, on serait parti dans le golfe de Gascogne et on aurait eu un problème dans le golfe de Gascogne. Donc ça aurait été horrible. Et deux, le bateau était du coup plus navigable quand on a eu cette histoire. Et le chantier dans lequel on l'a déposé était capable de réparer. Parce que des chantiers Ok, en ouais, France ça, qui c'est sont cool, capables de réparer l'intégralité des varangues d'un bateau, il n'y en a pas 1000. Et les gens étaient hyper bien intentionnés autour de nous. Aussi parce que du coup, ils connaissaient mon père, etc. Bref, on connaissait du monde. Et du coup, tout le monde à Les Indrieux s'est serré les coudes pour nous aider à s'organiser pour que l'ancien propriétaire paye les travaux. Et donc, en fait, il a payé l'intégralité des travaux. On en a eu pendant 9 mois de travaux. Waouh. Mais en même temps, on est reparti avec un bateau Ouais, neuf quasiment. alors qu'il avait 40 ans. C'est ça. Au final, dans votre malheur, c'était plutôt bénef, quoi. Exactement. Ok, donc du coup, là, après, s'ensuit du coup plein de travaux, je suppose. Vous Ouais. avez tout remis en état. Et donc, vous l'équipez pour faire une transatlantique, etc. Et là, vous arrivez, c'est le jour du départ. Du coup, tu es avec Noémie, vous êtes à Concarneau. Ouais. À ce moment-là, vous êtes dans quel état d'esprit il se passe quoi dans vos têtes le jour du départ? Ou même la veille, je sais pas, tu as des souvenirs un peu de ce moment-là? Moi, je me souviens très bien du moment, je suis dans la cuisine chez mes parents à Paris et je comprends que ma mère a organisé une fête surprise pour le départ. Et que là, je m'engueule avec elle parce que T'aimes pas trop les fêtes? moi, j'avais spécifié le fait que je voulais surtout qu'il y ait personne de mon entourage. Noémie, elle faisait comme elle voulait, mais de mon entourage à Concarneau pour le départ. Parce qu'en fait, au fond de moi, j'avais hyper peur qu'on parte 2 jours et qu'on soit déjà de retour. Et du coup, j'avais pas envie de justifier ça à tout le monde. Tu vois, un peu comme quand tu te mets à sortir avec quelqu'un et que tu vas attendre un peu avant de l'annoncer, parce que sinon, il y a tout le monde qui va te dire alors ça se passe comment, et là tu vas devoir dire bah on a rompu, quoi. T'as pas envie des explications Voilà. si ça se passe mal, quoi. Exactement. Je voulais rien avoir à justifier et que si jamais c'était un échec, et ben au moins ce soit un échec que j'irai avec moi-même, quoi. Et en l'occurrence, du coup, grosse panique parce qu'il y avait 45 personnes à Concarneau. Ils avaient loué la crêperie. Enfin bref, c'était le grand bordel, quoi. Wow. En même temps, incroyable parce que du coup, ça nous a empêchés de penser au stress de tout parce qu'en fait, on était avec nos copains, nos copines, nos parents et en fait, du coup, le départ est passé très vite. Voilà. Donc, on n'y a pas trop pensé, mais je me souviens que au préalable, j'étais vachement angoissée. J'avais surtout cette peur que, en fait, tout ça pour ça, quoi. Et moi, mes parents, ils arrêtaient pas de me répéter, mais déjà, si vous faites le tour de la Bretagne, c'est incroyable. Enfin, c'est amplement suffisant. C'est vrai que déjà, le Tour de Bretagne, c'est pas mal. Voilà. C'est super compliqué, la Bretagne, faire le tour. Exactement. Donc, bon. Mais une pression de l'idée que, en fait, j'avais dit à tout le monde que j'allais partir loin et qu'en fait, j'allais revenir au bout de 2 secondes. Au final, vous l'avez fait et c'était Au final, on carré. l'a fait. Et du coup, bah, ça y est, vous êtes partis. Donc, toutes les deux avec Noémie, ça se passait comment un peu, genre, la dynamique à bord
Parce que tu vois, en vrai, tu peux t'entendre un peu avec toi-même. Et du coup, bon, là, avec Noémie, tu la connais depuis longtemps, mais comment vous vous organisiez? Comment ça se passait un peu la vie à bord quand on est deux filles sur un voilier, quoi? Déjà, on a eu du monde à bord pour pas mal de traversées, pour les traversées longues, donc entre le Cap-Vert et les Antilles qui ont duré 19 jours. On avait une copine de Noémie à bord qui s'appelle Montaigne, histoire d'être 3 pour faire les rotations de quart et tout, les veilles de nuit. Et pour le retour de Saint-Martin aux Açores, on avait ma grande sœur. De manière à de nouveau être 3. C'était intentionnel que d'être que des filles à bord. On avait envie de ne pas avoir à se poser de questions sur la gestion, entre guillemets, de l'intimité et de la promiscuité. D'autant plus qu'on va pas se mentir, sur les transats, il fait très chaud et t'es rarement très habillé. Donc voilà, on avait envie d'être entre nous. Et puis aussi, on avait envie de démontrer à toutes ces personnes, souvent des hommes qui nous avaient regardé un peu de traviole, que c'était possible. Et je voulais surtout pas qu'il y ait quelqu'un un jour dans un port qui me dise ah oui, mais en fait, vous l'avez fait parce qu'il y avait un tel à bord. Et je voulais pas qu'il y ait cette option de raisonnement possible. Voilà. Et puis c'était un peu, c'était une sororité chouette. Donc voilà, après les moments où on était toutes seules avec Noémie, il y a eu des grands hauts et il y a eu des très grands bas. C'était les montagnes russes un peu. Ouais, c'est pas évident. Et d'ailleurs, il y a eu un bas assez majeur, entre guillemets, qui est qu'on n'est pas rentrés ensemble des Açores. Ok. Moi, j'ai ramené le bateau avec quelqu'un. Et Noémie, d'un commun accord, entre guillemets, a décidé de rester visiter les Açores et rentrer ensuite. Et puis on a vendu le bateau ensemble et voilà. Ok. Ah ouais. Donc ouais, quand même des bas un peu. Et quand du même coup, des bas. je sais pas, à partir du moment où vous partez de la Bretagne, Ouais. vous faites du coup tout le tour de l'Atlantique, vous voyez un peu tout. Est-ce que tu as des moments forts qui te reviennent en tête? Je sais pas, soit des galères ou alors des moments peut-être super beaux, tu vois, genre, tu sais, des trucs qui restent un peu plus. Ouais, déjà, moi, ce dont je me suis rendu compte et dont je suis hyper triste, c'est que les souvenirs, ça s'en va. Ouais. Et qu'en fait, je me souviens pas du tout de tout, quoi. En même temps, si je remets les pieds dans un endroit, si je revois une photo, je me remémore les choses. Mais des éléments que j'ai envie de raconter quand on me pose cette question et qui sont certainement pas très représentatifs du coup de l'année, puisque c'est juste des trucs dont je me souviens. Parce Ça que fait vous quand êtes même parti 2 ans que je suis longtemps. rentrée. Et puis, ouais, si Ouais. vous êtes parti longtemps et ça fait longtemps. Un des moments le plus fort dont je me souvienne, c'est entre les Canaries et le Cap-Vert. Donc les Canaries et le Cap-Vert, 2 archipels assez importantes que souvent les gens connaissent. Il y a un petit archipel qui s'appelle les Salvagènes, Ok. Tu vois, moi, je connais pas ça. que personne Ouais, connaît voilà. parce que c'est inhabité. Sur cet archipel, il y a juste 2 gardiens qui se relaient parce que c'est une île qui du coup est... Enfin, c'est un archipel qui est espagnol, sous la juridiction espagnole, mais c'est juste des îles désertiques, entre guillemets, avec des espèces endémiques, donc uniques à ces îles-là, qui sont extrêmement rares parce qu'elles n'existent que là-bas. Et notamment des fleurs dont moi, je me souviens très très bien parce qu'en fait, on est allé sur cet archipel avec mes parents quand j'étais petite, quand on a fait le tour. Et c'est des fleurs dont, dans mon souvenir, c'est un assemblage de gouttes d'eau de couleurs qui forment une fleur. Je ne les ai pas revues, donc j'ai juste ce souvenir-là de quand j'avais 10 ans. Et aussi, c'est la zone de nidification des puffins. Les puffins qui sont les oiseaux les plus stylés de toute la planète. C'est des oiseaux qui font les canadaires à la surface de l'eau et qui désalinisent avec quelque chose dans leur bec, l'eau qu'ils boivent du coup, et ça fait des croûtes de sel qui ressortent par leur bec. Donc c'est absolument incroyable, ils peuvent rester plusieurs mois sans se poser, etc. Et ils vont spécifiquement sur cet archipel pour se reproduire. Et moi, j'y étais allée avec mes parents à l'époque. C'est un des plus beaux souvenirs qu'on avait. Et donc, moi, mon objectif de cette année, c'était pas particulièrement de traverser, c'était d'aller là-bas. Et en fait, là-bas, il y a une petite crique qui est extrêmement dure d'accès. J'avais fait tous les papiers et tout pour pouvoir accoster, parce qu'il faut demander des autorisations spéciales au ministère de l'Environnement et tout. Voilà, exactement. J'avais fait tous les papiers et tout. On arrive proche de l'île. On fait le tour. Il faut savoir que c'est pas correctement cartographié. Ça fait partie de ces endroits dans le monde où il y a tellement peu de gens qui y sont allés que en fait les cartes elles sont pas fiables. Et quand tu regardes dans le guide maritime, il y a marqué regardez dans l'eau en même temps que vous approchez parce qu'à tout moment il y a un récif qui est pas sur la carte quoi. Et quand tu zoomes, c'est quasiment pixelisé sur la carte numérique. Et en fait,
On n'a jamais réussi à accoster. Il y avait des vagues qui s'écrasaient dans cette micro-crique qui était énorme. J'ai appelé 3 fois à la radio pour essayer de prendre contact avec le gardien de l'île. Il nous a jamais répondu. Et du coup, au bout de plusieurs tentatives à se rapprocher, on s'est mis d'un commun accord sur le fait que ça le ferait pas et que c'était dangereux et que on avait encore beaucoup de trajets à faire pour faire le tour et que c'était pas maintenant qu'il fallait faire n'importe quoi. D'autant plus que si le bateau s'échouait là, c'était la grande galère. Enfin, il y avait personne pour nous aider. Et du coup, on est reparti au milieu de centaines, de milliers de puffins qui volent autour des îles. Vraiment, t'as l'impression de rentrer dans un nuage d'oiseaux. J'ai des vidéos, t'as un bruit de dingue et tout. En fait, les oiseaux volent tout autour des îles. C'est hyper impressionnant. C'est des îles au milieu de nulle part, avec des oiseaux partout. Et du coup, on est reparti. Et moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais tellement triste. Je suis restée dans la cabine avant pendant plusieurs heures à juste pleurer. À ce moment-là, il y avait un copain qui s'appelle Théo à bord. Et du coup, Noémie et Théo sont occupés du bateau. Et moi, j'étais vraiment déçue, mais à un point. Et en même temps, a posteriori, je me dis que si tout avait marché, j'aurais plus de goal, quoi. Alors que là, j'ai cette envie. Enfin, c'est un peu mon impossible, tu vois. J'ai cette envie d'aller là. Et donc, finalement, c'est très chouette que ça n'ait pas eu lieu. Parce que le rêve est encore intact. Et peut-être même que le rêve est le souvenir 1000 fois mieux que la réalité. Et dans mon esprit, c'est en train de devenir un paysage, un endroit mythique. Ouais, tu vois. Après, il faudra que tu fasses gaffe de si Ouais, un je jour vais être tu déçue, arrives, peut-être. tu vas avoir une désillusion de malade, tu vas être en mode ah ouais, je en fait, c'est pas. C'est pas fou. Non, pas fou. Mais c'est marrant que tu parles de cet endroit-là, alors que tu vois, t'aurais pu me dire, je sais pas, les Caraïbes ou je sais pas quoi. Parce que je pense de l'autre côté, c'est cool aussi, tu vois. Ouais, il y a un peu cette idée, en tout cas moi, dans mon approche du bateau, il y a vraiment cette idée d'illusion de l'exploration, de l'inconnu, du désertique et tout. Et donc, ces endroits-là correspondent beaucoup plus à ça que les Antilles, où parfois c'est aussi beaucoup de désillusions sur un tourisme de masse qui abîme tout, d'être un bateau, entre guillemets, riche au milieu d'un paysage où les gens n'ont pas d'argent. Enfin, c'est souvent des situations un peu de malaise et de désaccord avec tu vois les trucs un peu sur Instagram et tout, machin, voilà. Et au final, la réalité, c'est pas... Voilà, tu te rends compte que en venant, tu participes à la destruction de ces habitats en étant là, juste que tu es complètement parfois décalé avec la population locale et tout. Et donc, c'est plus de... Enfin, il y a plus de questionnements, quoi. Donc, les Antilles, c'était incroyable. Mais en fait, finalement, moi, les endroits où j'ai vraiment envie de retourner, c'est des endroits qui sont de ce côté-là de l'Atlantique, enfin, du côté est de l'Atlantique. Ouais. C'est les Açores, le Cap-Vert, les Salvagènes, la Gomera aux Canaries. Et du coup, c'est finalement à quoi bon avoir traversé parce que l'objectif, en tout cas, de terre n'était pas de l'autre côté. Après, les traversées en tant que telles étaient assez impressionnantes. Oui, voilà. Mais c'est vrai que c'est souvent ce qui arrive. Ça me le fait aussi souvent que des fois, en fait, l'arrivée, c'est pas forcément le plus ouf, quoi. C'est le voyage et même au final, tu peux être dépaysé pas forcément trop loin, tu vois. Carrément. Parce que quand tu te dis je vais traverser l'Atlantique, tu te dis tout de suite, putain, les Caraïbes, les plages de cocotiers et tout. Mais en fait, pas forcément, quoi. T'as d'autres trucs encore plus cool, des fois moins loin. Exactement. Et du coup, est-ce que toi, du coup, là, parce qu'on a parlé du voyage, d'un peu comment ça s'est déroulé avec les équipières et tout machin, mais est-ce que toi, personnellement, t'en retiens là aujourd'hui, vu qu'on est 2 ans après du coup le voyage, t'as un petit peu de recul sur votre aventure. Est-ce que toi, il y a des trucs que t'en ressors personnellement et dans ta vie? Mais tu vois, souvent, ce que les gens s'attendent à ce que je dise comme réponse, c'est un truc du genre je me sens capable de tout faire. Ça a complètement. T'as traversé l'Atlantique, c'est bon, tu peux. Ouais, ça a complètement. Enfin, j'ai une confiance en moi importante et tout. Alors qu'en l'occurrence, ça c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, ça m'arrive assez régulièrement de me retrouver un peu à l'extérieur de moi-même et de pas avoir l'impression que c'est moi qui ai fait ça et que si demain on me remettait sur le même bateau pour faire la même chose, j'y arriverais pas. Tu vois, donc en fait le syndrome de l'imposteur il continue pour toujours et mais j'ai pas du tout l'impression que je suis capable de faire ça et je sais pas. Alors que tu l'avais. Alors que je l'ai fait, mais
par contre, un truc plutôt du fait que ça s'est pas très bien passé avec Noémie à la fin, même pas bien passé du tout, un truc de mon approche à l'autre qui a un peu changé. Peut-être que je suis un peu plus distante parce que ça apprend aussi que ça fait extrêmement mal quand ça se passe mal avec quelqu'un. Moi, j'ai vécu ça comme vraiment une rupture amicale, quoi. C'est comme si c'était une rupture amoureuse, sauf qu'on couchait pas ensemble, finalement. C'est la même chose. Ouais, parce que vous avez partagé... on a partagé un projet, une vie ensemble. Enfin, je veux dire, moi, avec mon copain actuel, on n'a pas habité ensemble, on n'a rien acheté ensemble, on vit pas... Enfin, on n'a pas des projets de vie aussi énormes et tout. Donc, finalement, c'est 1000 fois plus une relation que ça peut l'être une relation amoureuse. En tout cas, la manière dont je les vis pour l'instant. Et donc, plutôt une approche de l'autre qui est peut-être un petit peu plus peureuse, mais en même temps aussi où je me suis vachement, moi, remise en question sur la manière dont j'ai interagi avec les autres. J'essaye de faire mieux. Je sais pas ce que ça te donne, mais en tout cas, je me suis posé vachement de questions sur comment est-ce que j'avais envie d'interagir avec les autres, là où avant, c'est peut-être un peu plus organique, mais du coup un peu plus bordélique. Ok, je vois. Là, je vais changer un peu de sujet, mais du coup, de partir, et aujourd'hui, du coup, là, t'es revenu en études, etc. Tu bosses, t'es sur Paris, là, en ce moment. Est-ce que au fond de toi, ça a changé un petit peu ta perception de la liberté? Est-ce que t'as ce petit truc de l'aventurière, là, où tu te dis, j'aimerais bien... Enfin, tu vois, t'as pas des petites sensations, des fois, de... Déjà, rentrer, c'était super dur. Ouais, voilà, déjà. C'était peut-être moins dur parce que du coup, avec Noémie, ça s'était mal passé. Donc, au moins, le projet était fini à la fin. Mais par contre, et puis, on avait vendu le bateau. Ça, c'est une bonne chose parce que si tu vends pas le bateau, je pense que tu te dis, allez, je repars. Alors que moi, j'avais mes études à terminer. Mais par contre, juste rentrer vraiment... en gros, mes parents m'attendaient sur le quai au Crouvesti en Bretagne. Et je suis montée dans la voiture et... dans la C4 Picasso avec mes parents et ma grande sœur. Et je me souviens très bien d'avoir juste l'envie de rouvrir la portière et de me casser très très vite. Et à l'inverse, mes parents qui, je pense, avaient été hyper stressés par l'année, qui étaient un peu là, genre fermeture automatique des portes, départ pour Paris. C'est bon, là, on l'attache, on elle rentre avec nous. Mais c'est terminé. Mais ça a été vraiment super dur. Et puis de vendre le bateau et du coup de perdre cette liberté matérielle. Ouais, de vraiment, si demain j'ai envie de me casser, je me casse. Ouais, voilà. Le vecteur de ma liberté, c'était vraiment ce bateau. Et du coup, de l'avoir vendu, ça a été un peu dur. Mais après, je me suis dit vraiment un truc qui est que j'ai l'impression que la plupart des adultes, entre guillemets, avec qui je parle, ils ont toujours une grande histoire de vie, tu vois. Je sais pas, moi, par exemple, il y a un de mes parents qui est parti en Afrique pendant 1 an, et c'est vraiment une grande histoire dont ils parlent. Bon, après, ils sont partis en bateau aussi à 45 ans, ou, enfin, je sais pas. Quand tu parles avec les adultes, il y a souvent un événement dans leur vie où c'est vraiment leur exploit, leur voyage, et ils le racontent assez systématiquement au dîner et tout. Et moi, je me suis dit, j'ai pas envie d'en avoir qu'un seul, quoi. En plus, j'ai 21 ans, j'ai fait ça, c'est chouette, mais j'ai envie de me donner des deadlines. Et je me suis dit, je pense que c'est jouable de faire un truc qui me fasse rêver tous les 5 ans, genre un vrai projet. Et donc là, ça fait 2 ans que je suis rentrée, et je commence petit à petit dans ma tête à me dire, ok, qu'est-ce qui me ferait rêver? Ça n'a pas besoin d'être de la voile. En l'occurrence, c'est peut-être un peu de la voile. Mais ça n'a pas besoin d'être de la voile. Ça n'a pas non plus besoin d'être un truc aussi énorme en termes de financement, en termes de logistique et tout. Mais juste un truc où je me dis, ah bah ça, ça pourrait être l'expérience d'une vie, mais ce sera l'expérience d'une fois tous les 5 ans. Tu fais un peu ton Vendée Globe à chaque fois. Voilà. Tu fais ta petite prépa j'ai tous les envie 5 ans, voilà, j'ai envie de ça. Et du coup, je me suis dit, si je me mets pas de deadline, ce sera comme tous ces gens qui se disent, j'aurais aimé faire ça. Et puis le temps a filé, quoi. Ouais. Et donc je me dis, tous les 5 ans, c'est jouable. Et là, en ce moment, j'ai rencontré quelqu'un qui a des envies assez similaires aux miennes. Et petit à petit, de nouveau, il y a des idées qui se créent. Après, je suis un peu sur la retenue parce que je voudrais pas lui imposer des trucs où en fait il en a pas envie, mais des idées de voile, d'escalade, de trucs comme ça. Moi, j'ai fait pas du tout d'escalade, mais lui, oui. Donc, c'est bien, l'emmener faire de l'escalade, lui, l'emmener faire de la voile. Faut nouveaux trucs. Hein. Exactement. Donc voilà. Ça te fait peur, toi, de laisser filer ta vie, genre de te bloquer dans... Ah, moi, c'est le truc qui me dans terrorise. le truc métro, boulot, dodo. Ça me terrorise juste là de me dire que j'avais 21 ans quand j'ai fait ça, et là j'en ai 24.
ça peut paraître dérisoire. Et en même temps, c'est quasiment un cinquième de ma vie qui est passé en plus par rapport à ce que j'ai déjà vécu. Et je sais pas, le temps passe hyper vite, quoi. Et j'ai hyper peur de me réveiller un matin en me disant putain, mais je suis passée à côté de trucs. Forcément, t'es passée à côté de trucs. Bah, bien mais sûr. j'ai envie d'avoir... je sais pas, j'ai envie de faire partie de ces gens qui remplissent les soirées d'histoires parce que ils ont des histoires plus loufoques les unes que les autres à raconter. T'as des trucs à raconter quand même. Ouais, mais... Là, il en faut encore. Ouais, non, mais tu sais, ces gens-là, parfois, typiquement dans les bars, dans les ports, qui te racontent des histoires, et puis t'es là, ah putain, mais histoire incroyable. Là, il me dit, ah oui, mais c'est pas comme la fois où je me suis retrouvée sur le dos d'un cachalot, tu vois. Et toi, t'es là, genre, putain, mais incroyable. Et ça va comme ça, et il y a toujours plus d'histoires, et ils ont vécu des trucs enfin, ils ont eu 1000 vies. Voilà, j'ai envie d'avoir 1000 vies. Tu ressors du bar, il est 4h du matin. Ouais, exactement. T'as parlé, J'ai envie d'avoir 1000 vies, et je pense que c'est possible. C'est pour ça, je pense que c'est stylé aussi d'allier différents trucs, tu vois, genre la voile, comme tu disais, l'escalade et tout. Ouais. Moi, c'est un truc que je kiffe faire aussi, tu vois, genre à chaque fois d'aller dans les zones un peu d'inconfort, tu vois, Ouais. pas rester dans ce que tu connais. Ou le vélo, par exemple. Ouais, le vélo, c'est J'aimerais bien stylé. faire du vélo. Le vélo, c'est bien cool. Et aujourd'hui, du coup, là, t'es plus grande, du coup, maintenant, t'as 24 ans et tout. Vraiment pas, mais... Non, mais quand même, tu vois, t'as le recul de ton expérience. J'ai pris 3 ans. Voilà, ouais. Ça se voit pas trop, en vrai, t'inquiète. C'est gentil. Mais est-ce que t'aurais genre un conseil peut-être à donner, je sais pas, à la mode de avant le départ, tu vois, genre peut-être, ou alors à même à n'importe qui, des gens de 21 ans là qui nous écoutent et qui aimeraient faire un truc comme t'as fait, est-ce que t'aurais des conseils un peu? Ou un truc à dire, à faire passer, un message là? Peut-être 2 choses. Si vous prévoyez une expérience à plusieurs, soyez lucide sur le fait que c'est dur de cohabiter, qu'on a rarement les mêmes attentes et que c'est super important de se poser autour d'une table, même si on n'a pas le temps, parce qu'on n'a jamais le temps quand on prépare un truc, pour vraiment se dire, OK, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends, quels sont moi mes grands objectifs et toi c'est lesquels. OK, du coup on va essayer de remplir nos objectifs chacun. On sait que ça c'est important pour l'autre, donc on va le mettre en place, etc. Enfin vraiment se poser un temps long, au calme, pour s'expliquer quelles sont nos attentes, nos envies et se mettre d'accord sur des règles de vie. Je pense que ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose, c'est il n'y a que les gens en amont du projet qui vous décourageront. En fait, moi, j'ai l'impression que tous les gens qui nous ont dit « Oula, ça va être un peu compliqué, t'es sûr que tu veux faire ça ?» C'était que des gens avant. C'était que des gens quand on était en train de construire le projet et tout. Dès qu'on a largué les amarres, c'était terminé. Et du coup, il faut vraiment pas les écouter. Et c'est assez commun comme conseil. Je pense que c'est aussi, faut avoir bien confiance en soi, tu vois, pour justement passer outre et le faire quand même, tu vois, parce que je pense que ça peut être décourageant un peu, tu vois, d'avoir des... En l'occurrence, je pense pas que... Enfin, dans mon cas, c'est pas de la confiance, c'est plutôt de l'énervement. Ces gens, ils m'énervent, ils me mettent en colère. Et du coup, j'ai envie de leur montrer l'inverse. Ouais, c'est bien ça. Je suis un peu une rageuse, je crois. Non, mais c'est bien. En vrai, si ça te faut le prendre comme ça, tu vois. Parce que faut que ça te motive plus que... je sais pas comment je peux te poser la question. Parle-nous un peu plus du voyage, Maud. Mais du coup, peut-être juste en termes de programme, on est parti de Concarneau en France et on a fait Concarneau Espagne, Espagne Portugal, Madère, les Canaries. C'est bon, là, tu gères le podcast. C'est moi qui pose les Canaries, le Cap-Vert. Vas-y. Le Cap-Vert, les Antilles, les Açores et les Açores, la France. Ça nous a pris 9 mois en tout. On est parti en septembre, on est rentré en juin. La traversée aller nous a mis 19 jours du Cap-Vert aux Antilles et la traversée retour nous en a mis 27. Donc le plus longtemps qu'on ait vécu à bord en huis clos. Du coup, c'était avec ma grande sœur et Noémie et c'était 27 jours. Ce qui est assez colossal parce qu'en fait, la plupart des bateaux qui ne serait-ce que font le tour de l'Atlantique sont beaucoup plus gros que nous et rencontrent aussi un peu plus de vent parce il y a des moments où on a eu très peu de vent pendant la traversée retour et du coup, il y a peu de gens en fait qui ont fait le tour de l'Atlantique et qui sont restés 27 jours en autarcie.
Souvent, une traversée retour, ça dure de 19 à 22 jours à tout péter. Ok, vous avez. En fait, 27, ça fait une semaine de Vous avez plus, pété que les c'est quand scores, même pas. Ouais, on a baissé les scores de lenteur, exactement. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, comme c'est le voyage qui compte, La c'est très bien. bibliothèque du carré, elle a été fumée. Exactement. Les podcasts qu'on avait préenregistrés ont été fumés aussi. Ah, ça n'existait pas encore, le mien, dommage. Exactement. J'aurais bien aimé. Ah là là. Ok. Et du coup, ça se passait comment un peu la vie à bord? Genre, là, on se remet où t'es les 27 jours Ouais. sur l'Oustic, là, le Ouais. bateau. C'était quoi le rythme de vie? Bah, du coup, Sur nous, une journée un peu type, tu vois, de 24 heures, là, comment ça se passe ta vie? le rythme de vie, c'est que le plus important, c'est de dormir. Vraiment, toutes les histoires où tu entends qu'il y a des gens qui ont eu des galères, c'est toujours parce qu'ils manquaient de sommeil et qu'ils ont fait des conneries de ce fait-là. Que ce soit une erreur de jugement ou alors juste partir en cacahuète et être extrêmement stressé parce qu'en fait, ils ont une petite voix dans leur tête. Donc vraiment, nous, notre objectif, c'est d'être reposé quoi qu'il arrive. Et pour faire ça, du coup, on fait des rotations parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit réveillé pour regarder à l'horizon, pour vérifier qu'il n'y ait pas de collision avec d'autres bateaux. Et puis aussi pour régler un peu le bateau si le vent change pendant le moment où la personne est réveillée. Donc du coup, ce qu'on faisait, c'était des quarts de 3 heures et on alternait et on faisait grosso modo 12 heures de quart. Et ensuite, par contre, 16 heures de quart. Et ensuite, pendant la journée, quand il faisait jour, il y avait personne qui était de mission, regarder dehors, mais il y en avait toujours une qui était dehors. Mais il n'y avait pas de rotation organisée. Et ensuite, à bord, on avait un petit programme avec qui fait la vaisselle, qui prépare le déj, qui prépare le dîner. Et ça tournait tous les jours. Et pour tout ce qui est avitaillement et tout, nous, on avait pareil une organisation assez carrée parce qu'on n'avait pas beaucoup de place à bord. Donc, la nourriture qu'on avait pris à bord était bien organisée. Et on avait 12 jours de menu. Donc 24 repas et avec la nourriture précisément pour ces 24 repas et on avait ça x3 parce qu'on avait prévu pour 6 semaines au max de nourriture. Vous avez pris large. Et après on tournait, du coup toutes les 2 semaines on remangeait la même chose et on piochait le repas qu'on voulait dans cette liste de 24 en fonction de la température, de la météo et tout, tu vois. S'il fait hyper chaud, t'as envie de manger une salade et pas un truc chaud, et à l'inverse, s'il s'agite de ouf, t'as envie de manger un truc simple à cuisiner, quoi. Donc voilà, ça c'était un peu pour l'organisation générale. Tableau débordé, tableau des repas, organisation des quarts. Et puis sinon, après, la vie à bord, c'est énormément de contemplation. Moi, je pense que ça s'apparente à de la méditation. C'est vraiment des temps extrêmement longs où tu regardes l'horizon. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que tu t'ennuies. Mais vraiment, à aucun moment, tu t'ennuies, quoi. Parce que déjà, tu es en permanence dans la projection pour avoir 15 coups d'avance sur la mer et la météo, même si en réalité, en fait, tu te rends compte que tu n'en as jamais 15. Mais du coup, tu es toujours en train de préparer le truc d'après. S'il y a un truc à réparer sur le bateau, il faut le réparer direct. Si tu as des trucs à checker, il faut les checker direct. Faut rien laisser latent. Et donc, en fait, tu es toujours en train de préparer quelque chose. Ça, plus juste de te laisser aller dans la contemplation de la mer, du ciel, ce qui est en fait des nuages que tu vois jamais. Enfin, en fait, avoir l'horizon à 360, ça arrive jamais en tant que terrien, quoi. Tout ça, ça doit être. Donc voilà, beaucoup de regarder dehors, beaucoup de faire à manger et beaucoup de entretenir le bateau. Trop bien. Du coup, la vie en mer, est-ce que ça t'a rendu un peu plus adulte, plus posé, tu penses? Plus adulte, je sais pas, parce qu'en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une partie de être adulte qui est être très sérieux et mettre trop boulot dodo. Et pour le coup, ça, non, pas du tout. En revanche, j'ai un côté Plus peut-être extrêmement responsable, organisé, tu vois, ouais, voilà, logistique organisé, et tout. Ouais, carrément. Enfin, tu vois... tu parlais des repas et tout, de Ouais. l'organisation de cartes, tout ça. Après, je pense que ça a vraiment toujours fait partie de mon caractère d'être super organisée. Donc, ça n'a pas particulièrement changé, mais en tout cas, ça l'a formalisé, quoi. Ça, c'est sûr. Et puis aussi, cet aspect un peu, entre guillemets, de monde des adultes, de faire des prêts bancaires, de avoir investi beaucoup d'argent dans quelque chose, du coup, d'avoir un espèce de stress financier, de gérer aussi des entrées, des sorties de douane, des trucs un peu légaux. Voilà, t'as monté un projet, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et ça, cette partie-là, carrément. Aujourd'hui, tu travailles, t'es en stage, du coup, à la fondation Tara Océan. Du coup, est-ce que tu penses que cette aventure de transatlantique et puis toute ta vie en général liée à la mer, à la voile, etc., est-ce que tu penses que ça t'a amené jusqu'à où t'es aujourd'hui, tes études et du coup ta future vie professionnelle? C'est une évidence que si je me suis retrouvée
à faire des géosciences, donc c'est-à-dire étudier tout ce qui est naturel mais pas vivant, les sciences du climat, de l'océan, etc. C'est lié au fait que j'avais envie d'avoir un métier qui soit proche de la mer. Et du coup, une bonne manière, c'est d'étudier les sciences de l'océan et du coup de pouvoir se retrouver dans un labo sur la côte française. Donc ça, c'est évident que c'est lié. Et c'est aussi évident que c'est du fait de tout ce que j'ai vu d'extraordinairement beau en navigation, mais aussi en plongée, puisque je fais pas mal de plongée sous-marine, qui m'a donné envie de protéger et de faire voir aux gens aussi. Parce que je suis convaincue que si on détruit l'océan aujourd'hui, c'est une grande partie de gens qui savent pas en fait ce qu'ils font. Qui se rendent voient pas compte, l'impact. qui imaginent l'océan comme une grande baignoire avec un stock d'eau. Et du coup, forcément, si on l'imagine comme ça, foutre une bouteille d'eau dedans en plastique, c'est pas si grave. Donc voilà. Donc c'est sûr que les deux, c'est lié. Et aussi, là, ce que je fais cette année, où du coup, après mon Master 2, j'ai choisi d'étaler ma scolarité pour faire 2 fois des stages en ONG sur la protection des océans. C'est aussi lié à ce voyage-là, dans le sens où je me suis rendu compte que j'avais pas envie de faire de la recherche à proprement parler de toute ma vie, parce que j'avais envie d'avoir une action concrète au jour le jour, palpable, entre guillemets. Donc ça, c'est lié. Et puis aussi, ce voyage, ça m'a permis de me rendre compte que c'était OK de sinuer dans la manière dont on évolue dans la vie, que c'était OK de prendre des chemins de traverse et de tester des choses. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai pris cette année avant de me lancer dans une thèse. C'est parce que je me suis rendu compte que, en fait, la vie, c'était aussi les moments où tu te paumais et t'essayais de trouver, quoi. Voilà. Et du coup, là, tu me parles de thèse et tout. C'est quoi un petit peu la suite What's next? Ouais, voilà. Genre là, du coup, après ton stage chez Tara Océan, là, c'est quoi la suite? Alors là, tu vois, c'est un peu comme quand j'ai largué les amarres à Concarneau. J'ai envie de le dire et pas trop de le dire parce que j'ai un peu peur que ça marche pas et du coup, voilà, que ce soit écrit quelque part. Non, mais en vrai. Mais globalement, là, je me suis engagée à faire une thèse en biogéochimie sur l'étude de la fixation de l'azote dans les écosystèmes côtiers. D'accord. Est-ce Suite que tu peux nous expliquer un petit peu le truc parce que tu me l'as dit avant, mais je pense que là, t'as perdu tout le monde. C'est un peu abject, mais en gros, Tara, donc la goélette Tara, qui appartient à la Fondation Tara Océan, qui a un bateau en alu de 36 mètres de long, un voilier océanographique, a fait une mission il y a 1 an, pendant 2 ans, qui a fait le tour des côtes européennes, du fin fond de la Méditerranée jusqu'au fin fond de la mer Baltique, en échantillonnant l'écosystème côtier, des sédiments, de l'eau, etc. Et en parallèle, il y avait des camions sur le continent, sur le trait de côte, qui échantillonnaient en même temps. Et comme ça, on avait des échantillons terre et des échantillons mer. C'est la première fois dans l'histoire de la science qu'il y a eu ces échantillonnages couplés terre-mer dans l'écosystème côtier à un temps T. Donc, c'est assez incroyable. Et maintenant, ces données, il faut les analyser. Et donc, moi, je me suis trouvé un chercheur qui bosse avec la Fondation Tara Océan et qui, du coup, va analyser ces données. Et lui, il souhaite les analyser avec le prisme de comment est-ce que notre impact en tant qu'humains qui ont injecté, notamment via les engrais azotés, donc les engrais utilisés dans les champs, énormément d'azote dans les écosystèmes, comment est-ce que ça perturbe les écosystèmes côtiers? Voilà. Donc, comment est-ce que le plancton est perturbé par ce surplus immense d'azote dans les océans? Comment est-ce que nous, qui avons perturbé la chimie des océans, ça a un impact du point de vue de l'azote, là, précisément? Ok, donc ça impacte tout, quoi, même les algues et tout, comme tu me parlais un petit peu des algues qui se prolifèrent partout, que ce soit en Bretagne ou en Méditerranée. Le phénomène bien connu par rapport à l'azote et aux écosystèmes côtiers, c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. C'est les vagues d'algues vertes sur les côtes bretonnes qui ensuite se dégradent et émettent des gaz toxiques. Ça, c'est si les algues vertes prolifèrent comme ça sur les côtes bretonnes, c'est juste parce que l'eau dont elles se nourrissent, entre guillemets, c'est de l'eau qui a d'abord ruisselé sur les champs en Bretagne, champs qui ont été enrichis à l'azote pour faire pousser plein de plantes mieux avec des engrais. Et donc cette eau, elle a capté l'azote qui restait sur les champs et après elle ruisselle dans la mer. Et donc dans l'eau de l'océan proche de la Terre, il y a énormément en fait d'engrais azotés. Et du coup, les algues, elles mangent ça entre guillemets.
elles s'en nourrissent. Et c'est la fête parce Ouais, que là, c'est elles bon, sont c'est- plus limitées par la quantité d'azote qu'elles ont pour grandir. Donc elles prolifèrent jusqu'à temps qu'il y a un autre facteur limitant. En l'occurrence, là, souvent la lumière ou l'oxygène. Voilà. Qui percole plus dans les couches d'en dessous et donc ça perturbe tous les écosystèmes. C'est Voilà. hyper intéressant. Ouais. Comme ça, cet Ouais. été sur la plage, si vous voyez plein d'algues Exactement. vertes, vous saurez pourquoi elles sont là. Je pense que je vais te souhaiter bonne chance Alors d'accord. pour ta thèse. Ok. Et puis, Merci. je vais te poser, je pense, une petite dernière question que je pose à chaque fois à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais pour nous des recommandations ça peut être n'importe quoi. Un livre, des vidéos, des films, des podcasts, des articles, tout ce que tu veux. Que ça ait un rapport ou pas, vraiment là, c'est t'es full liberté. Je vais prêcher un peu pour ma paroisse et je vais citer des marins. Il y a une grande culture de la littérature et de l'écrit chez les marins, certainement parce qu'on a beaucoup de temps pour faire ça. Et du coup, il y en a beaucoup qui ont écrit des livres incroyables. Un livre qui ne sera pas une originalité à citer, parce que c'est certainement le livre que cite tout marin, c'est Moitessier, Bernard Moitessier, qui est un marin qui, dans la deuxième moitié du XXe siècle, a fait la première course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, l'équivalent du Vendée Globe aujourd'hui. Et il allait la gagner, il était en tête, et en fait, il a envoyé un petit message sur le pont d'un cargo avec un lance-pierre en disant je repars pour sauver mon âme. Et au lieu d'aller jusqu'au port en Angleterre où il y avait la ligne d'arrivée et où il allait gagner un prix assez colossal et surtout la reconnaissance d'avoir été le premier homme à faire ça, il est reparti pour un autre demi-tour du monde pour arriver jusqu'à Tahiti, si je ne me trompe. Parce qu'en fait, il n'avait plus envie de faire partie de cette société déjà à l'époque. Et en fait, son livre, il est assez impressionnant parce que il l'a écrit à la fin du XXe siècle et il décrit déjà tout ce que la société a pu détruire de la planète. Et il décrit déjà aussi toute l'abomination de la manière dont on a décidé de vivre en tant que société. Il a été hyper avant-gardiste déjà pour. Exactement. Et moi, je trouve que c'est super inspirant. Et j'espère que dans ma vie, parfois, j'arriverai à balancer ce message fictif Et du coup, et à m'en aller. C'est quoi le livre? Le livre s'appelle La longue route Ok, de Moitessier. trop bien. Voilà. Ben, merci. Pour Avec grand ta plaisir. reco incroyable. J'espère. Je vais aller le lire là après. C'est bon. Il est Mais, disponible en librairie. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Ouais. Je l'ai acheté pour le petit frère de mon copain. Mais, Il s'en fout de la voile, mais j'ai décidé qu'il le lirait quand ouais, même. mais je pense que pour la vie, c'est bien. Ouais. Tu vois. Mais en tout cas, Maud, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous raconter ton histoire folle Avec grand plaisir. de ton petit voyage autour de l'Atlantique. Enfin, ton gros voyage en vrai, parce que c'était quand même super long. Et puis, bah. Bisous, à une prochaine. À une prochaine. Ciao.